Come and get me, Mr. McIvers. I'm not coming peaceably, Marshal. Someone holds up the stagecoach, your brother is killed, and all you can think about is hanging the dancing kid. You know he didn't do it. You all know it. It must be a great comfort to you to be a man. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. I'm going to kill you. I know. You'd better lay off him, kid. I wouldn't hurt him. I wasn't thinking of you hurting him. No. But if I were you, I wouldn't fool around with Johnny Logan. Are you Johnny Logan? That's the name, friend. Durant toute sa carrière, Joan Crawford a été flamboyante dans le genre dramatique, mais en 1954, elle surprend ses fans et tout amateur de cinéma en tournant Johnny Guitar, un western. Le tournage n'a pas été des plus tranquilles. La star du film n'avait pas de très bonnes relations avec ses célèbres collègues. We have to figure a way to get out of here. Let's try to work together just once. Anything for a friend. It's a Johnny Guitar. Says he has an appointment with you. I'll see him later. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Pour cet épisode, je vous parle de Joan Crawford, l'une de mes actrices préférées, et ça faisait un bout que j'avais parlé d'elle. Je vous parle de la reine des drames des années 40 et 50, mais en 1954, elle va tourner dans un western, Johnny Guitar. Ça va étonner pas mal de monde parce qu'on n'imagine pas nécessairement Joan Crawford, la star, la diva, l'une des actrices les plus glamour de l'histoire dans un western, dans un désert. Ça va par contre donner un excellent résultat. Aujourd'hui, c'est considéré comme l'un des grands films de sa carrière et je confirme. J'ai beaucoup aimé, l'histoire est super bien ficelée, il y a des rebondissements intéressants. Bref, j'ai vraiment bien aimé et en plus, Joan Crawford est très crédible dans son personnage. Là où ça se complique, c'est sur le plateau. Joan n'avait pas de très bonnes relations avec ses co-stars. Ça a été très orageux et si c'était pas de l'équipe technique, ça aurait pu s'enfoncer davantage. Aujourd'hui, à Close-Up Dramatique, je vous parle de la production de Johnny Guitar et j'en suis très heureux. Avant de parler de la production complexe de Johnny Guitar, où était l'actrice dans sa carrière à ce moment-là? They asked me how many pictures I had made, and I said 70-something at that time. I think it's the biggest night we have. I do my own pressing, I do my own cooking, I do my own marketing. I have had to cook for 7 years. Today we chose the most lovely, beautiful child in the whole world. All right, you want the truth, you can have it. I still have to earn money for my 4 children. I'm usually traveling all over the world for Pepsi-Cola. I only come here when I have a job to do, either television or... Because we always want to be there too, you know. I know. En 1954, Joan Crawford est toujours l'une des actrices en vogue à Hollywood. Depuis le début de sa carrière, elle a enchaîné les succès tout en connaissant une courte période plus creuse, à la fin des années 30 et au début des années 40. Cette période creuse se termine quand elle quitte la MGM, le studio avec qui elle était depuis le début de sa carrière pour aller avec la Warner. En passant d'un studio à un autre, elle a joué sa carrière. C'était un immense risque. Par contre, ça a payé parce que en arrivant chez la Warner, elle tourne Mildred Pierce, qui va être un succès colossal. Elle va même gagner son seul Oscar pour ce film. J'ai fait un épisode entier sur le film Mildred Pierce et Joan Crawford. Si vous l'avez pas écouté, allez le faire après cet épisode, c'est vraiment super intéressant comme histoire. Avec Mildred Pierce, c'est le début d'une longue série de succès dramatiques pour l'actrice. En 1946, elle tourne Humoresque. L'année suivante, 2 films à succès sortent, La Possédée et Daisy Canyon. En 1950, Harriet Craig secoue les cinémas, tout comme Sudden Fear en 1952. Pour Sudden Fear, elle va d'ailleurs obtenir sa dernière nomination aux Oscars.
Vous voyez, entre 1945 et 1954, elle est vraiment spécialisée dans les films tragiques, dans les personnages de femmes amoureuses qui vivent des tragédies mélangées à du suspense. C'est la période que j'aime appeler dorée dans la carrière de l'actrice. C'est à cette époque-là qu'elle tourne ses meilleurs films, à mon humble avis. En 52, après presque une décennie avec la Warner, elle va quitter le studio pour devenir l'une des premières actrices indépendantes de l'industrie du cinéma. En 1952, les stars indépendantes sans studio sont plutôt rares. Pour une deuxième fois, on peut dire qu'elle joue sa carrière. Parce que Joan Crawford a beau être Joan Crawford, actrice d'expérience, rien ne lui assure de continuer à tourner et apparaître à l'écran. Surtout que sa réputation n'est pas la meilleure à Hollywood. Elle est reconnue pour être une professionnelle incroyable, une actrice de talent toujours prête, mais il y a un certain côté sombre à tout ça. On raconte qu'elle est capricieuse, difficile à travailler et parfois même arrogante avec tout le monde qui se trouve sur son chemin. On dit qu'elle joue la grande star difficile. Mais en 1954, Joan Crawford provoque le destin en surprenant tout le monde. Elle apparaîtra dans un western. Take a good look, Vienna. I'm sorry, Emma. Your brother was a very fine man. How would you know? He was one man who never even looked at you. He was still a fine man. We want the dancing kid in his bunch. Why come to me? They don't live here. You're one of them. Now, just a minute. We don't need you anymore, Marshal. We got enough trouble, Vienna. Don't you give us none. The only trouble we have here is what you brought in. Jakes, Yes, Mr. McIvers? you were driving the stagecoach. You saw the killing. Who did it? Come and get me, Mr. McIvers. We don't want no shooting, Vienna. I'm not coming peaceably, Marshal. Maybe you don't hate him. If you got something to say, you'd better say it, Vienna. Let Emma say. You've got it a little twisted, haven't you, Emma? Now you think you can get him. She's crazy. You want the kid and you're so ashamed of it you want him dead. You want me dead too. Then maybe you can sleep nights. Au début de l'année 1953, le studio de la Paramount s'entend avec Joan Crawford pour tourner un film du nom de Lisbonne. L'actrice s'entend avec le studio pour que le film soit dirigé par Nicholas Ray, un directeur reconnu à Hollywood. En 1953, l'actrice et le directeur vivent une idylle qui va pas durer malheureusement. C'est sûrement la raison pour laquelle Crawford a voulu tant travailler avec Ray. Pour la petite histoire, Nicholas Ray n'est pas n'importe qui, il a travaillé sur de grands films comme King of Kings en 1961 et Rebelle Without a Cause avec James Dean en 1955. C'est aussi l'un des directeurs qui va travailler avec le plus de studios entre 46 et la fin de sa carrière en 79. Donc, vous voyez que Joan Crawford a bien choisi son directeur pour ce film Lisbonne. Mais mauvaise nouvelle pour l'actrice, la Paramount refuse le scénario et la production est annulée. L'actrice approche alors la Republic Pictures avec les droits de Johnny Guitar. Quelques années avant, elle a elle-même acheté les droits d'adaptation de cette histoire de Roy Chancellor. L'auteur lui avait dédicacé un exemplaire qu'elle a gardé toute sa vie avec elle d'ailleurs. La Republic Pictures est considérée en 1953 comme le plus important petit studio au monde. Jusqu'en 1967, le studio va produire plusieurs westerns avec d'immenses noms comme John Wayne, par exemple. Une petite compagnie qui a du budget quand même. On fait beaucoup avec peu à la Republic Pictures, comparé aux autres immenses studios, bien évidemment. Quand elle rencontre la Republic Pictures, Joan Crawford leur présente sa vision du film en plus de raconter l'histoire. Le synopsis est vraiment simple, mais digne d'un bon western. Je vais être honnête avec vous, je vais vous lire mot pour mot ce qu'on retrouve sur IMDb parce que je trouve que la description est vraiment parfaite. Après avoir aidé le membre d'un gang blessé, la propriétaire au fort caractère d'un saloon est accusée à tort de meurtre et de braquage de banque. La propriétaire au fort caractère, vous l'aurez compris, c'est Joan Crawford.
Le petit mais imposant studio est très intéressé et rachète les droits à l'actrice. Mais elle pose certaines conditions. La première, et la plus importante, elle aura le rôle principal. La deuxième, Johnny Guitar, doit être dirigé par Nicolas Ray. Sans ces deux conditions, elle garde les droits. Sans surprise, la Republic Pictures accepte ces conditions. Ils sont conscients que Joan Crawford est une immense star qui prend un risque en jouant dans un genre dans lequel on s'attend pas à la voir, mais ça peut être très payant. Ça va pas prendre beaucoup de temps avant que la pré-production se mette en branle. Dès le début, la star est omniprésente. Elle parle costume, décor et mise en scène. Elle assiste à toutes les séances de création en imposant certains changements, surtout au niveau de ses propres costumes. Elle veut que ce soit plus cintré. Elle veut souligner sa taille, ses formes et surtout montrer qu'elle a beau approcher la soixantaine, elle est toujours très en shape, comme on dit. En pleine discussion avec les patrons du studio, Joan veut que Barbara Stanwyck, sa bonne amie, soit sa co-star au film. Les deux mégastars du cinéma n'ont jamais tourné ensemble et Joan pense que ça donnerait un duo de choc. Mais la République trouve que Stanwyck coûte trop cher. Crawford propose alors Bette Davis. En 1953, elles n'ont toujours pas tourné ensemble et depuis plus de 20 ans, les médias et la presse les opposent comme rivales. Encore une fois, Bette Davis est trop chère pour le studio. Les deux propositions de l'actrice tombent à l'eau. C'est finalement Mercedes McCambridge que le studio choisit. Au grand désespoir de Joan, on va en reparler plus tard, mais c'est loin d'avoir été de tout repos. On commence à tourner Johnny Guitar et devant Nicolas Ray, Joan Crawford est digne de sa légende. Elle est une vraie professionnelle. Elle arrive tôt au studio, plus que prête à passer devant la caméra et à faire ses scènes. Elle sait exactement quoi faire. Fidèle à sa réputation de travaillante acharnée, mais aussi fidèle à sa réputation de diva du grand écran. Elle veut que tous les plans soient parfaits. Pas une ombre n'est laissée au hasard. Elle fait retourner et retourner encore et encore certains plans, surtout les plans rapprochés pour qu'il y ait l'image parfaite d'elle. Parfois, elle retourne sur le plateau refaire entièrement un plan d'une autre façon, juste pour voir ce que ça peut donner. Parfois, c'est très utile, parfois pas du tout, c'est de la bande gaspillée et à jeter. Nicolas Ray, le directeur du film, a souvent mentionné Johnny Guitar comme étant l'un de ses projets les plus essoufflants en carrière à cause de son actrice principale. Il la décrit comme l'une des meilleures actrices de l'histoire avec un grand H, mais aussi comme l'une des plus difficiles. Selon Ray, elle a été tellement exigeante lors du tournage que parfois il a été littéralement malade après des journées. Il décrit que tourner avec Crawford demandait une certaine logique épuisante, surtout sur les scènes tournées à l'extérieur, parce que le soleil éclaire pas de la même façon aussi parfaitement qu'en studio. Ray explique que ça pouvait prendre plusieurs heures avant que l'actrice soit satisfaite d'un plan extérieur, d'autant plus qu'une fois le tournage terminé, elle exige que les plans rapprochés des scènes extérieures soient refaits mais en studio. On ressort alors les caméras, les éclairages et les costumes et on refait ces célèbres plans rapprochés de Joan Crawford. Au bout de 44 jours sur le plateau, le tournage est bouclé et le film est envoyé dans les salles de montage. 44 jours d'un tournage essoufflant où la tension était palpable. We came for the kid and his bunch. That's what you said yesterday. We came for you too, Vienna. Why? I had nothing to do with robbing a bank. Every man here knows that. I don't have to hold up banks. All I have to do is sit here and wait for the railroad to come through. And that is my intention. What was your business at the bank this morning?
If you remember, MacIvers gave me 24 hours to close. I drew out my own money, paid off my boys, and I'm closed. You can't buy a drink or turn a card. I'm sitting here in my own house, minding my own business, playing my own piano. I don't think you can make a crime out of that. Je l'ai dit plus tôt, Joan Crawford, sur le tournage de Johnny Guitar, a été fidèle à sa réputation professionnelle. Elle était à l'avance sur le plateau, elle connaissait son texte, ce qu'elle devait faire et avait beaucoup d'idées de mise en scène. Comme au début du film, par exemple, quand elle joue du piano en robe longue, cette scène-là est une idée originale de l'actrice. Si vous faites Johnny Guitar, Joan Crawford, piano sur YouTube, vous devriez trouver la scène assez facilement. C'est esthétiquement très beau, c'est digne de l'actrice. Mais à Hollywood, tout le monde connaît le côté plus sombre de l'actrice. Depuis la fin des années 30, on raconte ses frasques, ses colères et ses relations orageuses avec ses collègues. La star est exigeante, elle déteste travailler avec des gens qui ne sont pas professionnels, qui sont mal préparés, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. En plus, elle doit et exige qu'elle soit celle qui possède les plus beaux plans quand elle apparaît dans une production. Hors de question qu'une jeune rivale apparaisse mieux qu'elle. C'est elle, la grande star. Parlez-en à Anne Blitt, qui joue avec elle dans Mildred Pierce, ou encore à Norma Shearer dans The Woman en 1938. Crawford et Shearer ont rendu le tournage de Woman un véritable enfer avec leur querelle. On raconte même qu'elles étaient prêtes à provoquer des incidents de voiture pour arriver avant l'autre au studio. Sur Johnny Guitar, c'est un peu pareil. La Republic Pictures est un petit studio et possède pas nécessairement les meilleurs techniciens. C'est parfois long avant que les éclairagistes s'ajustent, que tout soit prêt pour enregistrer l'image de la star qui s'impatiente. Dans ces moments-là, Crawford préfère quitter le plateau en furie et revenir plusieurs minutes après quand tout est fin prêt. Mais c'est surtout ses relations avec ses deux co-stars, Mercedes McCambridge et Sterling Hayden, qui rendent l'ambiance plus que tendue. Avec Sterling Hayden, acteur de renom des années 50, c'est toujours compliqué. En plus, Joan n'aime pas comment l'homme apparaît à l'écran. Elle trouve que sa seule présence nuit à son propre glamour. Mais dans le film, ils s'aiment. Ils doivent souvent jouer des scènes intimes. Des baisers passionnés, par exemple. Selon la légende, dès que le directeur crie « Coupé », Crawford repousse Hayden en l'accusant de la serrer trop fort, de la mettre dans une position peu avantageuse à l'écran. Les deux stars se piquent aussi constamment. L'acteur accuse Crawford de trop se maquiller, d'être trop classe pour un western, tandis que l'actrice accuse Hayden d'être un homme de bas étage. En plus, elle critique largement sa façon de jouer qu'elle estime être très de base, entre guillemets. Ce qui irrite beaucoup Hayden, c'est que la diva du grand écran possède la plus grande loge du studio, pendant que lui et plusieurs autres acteurs s'entassent dans une petite pièce. Ça énervait pas que Hayden, mais il a été l'un des seuls à souligner ce fait qui était en réalité une exigence de l'actrice. Si avec Sterling Hayden c'est compliqué, ce l'est encore plus avec Mercedes McCambridge, qui dans le film joue sa rivale. Dès que McCambridge est engagé dans la production, c'est une tension énorme qui s'installe. Crawford et McCambridge se détestent de longue date. Tout commence bien des années avant quand Crawford flirtait et vivait une histoire d'amour avec le mari de McCambridge, Fletcher Markle. Lors des répétitions, certaines petites disputes, des petits pics avaient déjà eu lieu, mais rien ne préparait l'équipe à ce qu'il allait se passer lors du tournage. Sur le plateau de Johnny Guitar, les deux femmes s'adressent jamais la parole, mais se lancent des regards très haineux. C'est ce que raconte Nicolas Ray, le directeur du film. McCambridge, en 1953-1954, luttait contre des problèmes très importants avec l'alcool. Elle arrivait souvent amochée au studio et malheureusement pas très prête à tourner. Ce qui enrage Crawford, refaire une scène encore et encore parce que sa co-star ne sait pas ce qu'elle doit dire, ne sait pas où elle doit aller, ne sait plus quoi faire, c'est trop.
Les deux actrices se lancent souvent dans de longues argumentations devant tout le monde qui se terminent souvent dans les cris quand c'est pas les hurlements. Celle qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice en 1946 pour Mildred Pierce reproche à sa co-star d'être une amateur, paumée et sans talent. Elle ménage pas ses mots. Au départ, cette relation conflictuelle fait presque plaisir à Ray, qui se dit que l'animosité entre les deux femmes va se ressentir vraiment dans le film. Ce sera un duo choc, justement à cause de leur haine respective envers l'autre. Par contre, ça va rapidement l'embêter parce que quand elles s'y mettent, ça ralentit beaucoup les journées de tournage. En plus, à un certain moment, ça va toucher le directeur quand Meckembridge accuse Ray de donner les plus beaux plans à Crayford. Parce que c'est un secret pour personne, le soir venu, ils sont entre les draps. Crayford réplique en disant que ce n'est pas les caméras qui font les beaux plans, mais bien le visage de celle qui se retrouve devant. Et là, après, dispute, hurlement, ça ralentit le tournage, vous connaissez la recette. Après la première semaine, certains techniciens et même Nicolas Ray ont raconté qu'il était arrivé de devoir séparer les deux actrices parce qu'elles devenaient physiquement violentes entre elles. C'est peu dire sur la relation vraiment ennemie qu'avaient les deux femmes. Imaginez l'ambiance sur le plateau, ça devait pas être joyeux, très plaisant de tourner dans ces conditions-là. Divulgacheur à l'horizon, si vous avez pas vu le film et que vous voulez le voir, faites passer une dizaine de secondes. À la fin du film, le personnage de Joan Crayford tire sur celui de Mercedes Meckembridge, la tuant ainsi. Après la scène, selon tout le monde qui était sur le plateau à ce moment-là, Joan aurait dit « Si j'avais pu le faire pour de vrai, j'aurais pas hésité un instant ». Une phrase qui a bien évidemment mis en colère la co-star, et là vous connaissez la suite. Cris, hurlements, bousculades et séparation des deux femmes par les techniciens. Peu de temps après cet incident, si on peut dire ça comme ça, après une longue journée de tournage orageuse, encore une fois, Crayford va apprendre que certains de ses plans seront coupés au montage. Une nouvelle qui, en temps normal, l'aurait certes un peu frustré, mais là, ses plans sont enlevés au profit de sa pire ennemie. Il en fallait pas plus pour que la diva entre dans une colère énorme. Elle entre dans la loge de sa co-star, prend ses vêtements, ses costumes et les jette au beau milieu du boulevard voisin du studio. Le lendemain matin, c'est une dispute énorme qui éclate bien évidemment. Au bout de 44 jours de tournage et plusieurs semaines de montage, le film sort enfin en salle en mai 1954. À la première, la presse prend quelques photos de Meckembridge en compagnie de Crayford, tout sourire, avant que les deux femmes échangent quelques mots discrets et se quittent pour ne plus jamais se revoir ni se reparler. Les critiques sont positives, mais on reproche quand même à Joan Crayford de s'être aventurée dans un genre qui n'est pas le sien. On lui conseille de rester dans les drames, de pas essayer le genre western. Ce qui compte le plus pour l'actrice, c'est le public. Et le public, ses fans, eux, ont adoré le film. Comme je disais au tout début de l'épisode, aujourd'hui, c'est considéré comme l'un des meilleurs films de sa carrière. Joan Crayford, pour la deuxième fois, a joué sa carrière en acceptant de tourner Johnny Guitar, un nouveau risque qui lui a rapporté beaucoup. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.